est en 1540, à Rome, au Vatican. C'est une tour des vents. Qu'est-ce que c'est qu'une tour des vents? C'est un observatoire astronomique? Dans la marine à voile, dans la marine en bois autrefois, on n'orientait pas le bateau selon le nord, le sud, l'est et l'ouest. On l'orientait selon le vent. Sous le vent, il y avait les allures largues, grand largue, vent arrière, vent devant, et ainsi de suite. Donc, il y a un processus d'orientation scientifique, nord, l'étoile polaire, sud, la direction inverse, est et ouest, etc. Mais il y a aussi dans le peuple, et même encore, et même c'est une tradition très vivante qui date de la plus haute antiquité, que le paysan ou le marin, c'est-à-dire l'usager réel des pratiques extérieures, extérieur pour la terre, le paysan, extérieur pour l'eau, le marin, s'orientait sur la climatologie ou la météorologie et non pas sur l'astronomie. Par conséquent, il disait plus facilement dans le lit de la tramontane, ou pour parler d'un vent qui nous est familier, qui est familier aux Français du Sud, dans le lit de tel vent, du notos, etc., comme disaient les Grecs, ou à un quart de ce vent-là, l'orientation est faite sur les vents. Alors je crois bien que la tour des vents, dans ce cas-là, donnait la direction des vents dominants du lieu en question. Il y a là deux mondes presque. Le monde astronomique et le monde météorologique, qui sont deux mondes très différents, avec des systèmes très différents, mais aussi des traditions historiques très différentes, et presque des traditions sociales et professionnelles différentes. Le paysan et le marin sont dans la météorologie. Le savant est plutôt dans l'astronomie. Alors l'orientation a deux histoires complémentaires. Pourtant, on dit souvent des voyageurs ou des marins qu'ils s'orientent avec le ciel, avec les étoiles. Certes, plus le voyageur est scientifique, plus le voyageur est cartographe, plus il s'oriente avec les 4 points cardinaux traditionnels, plus le voyageur est un marin-pêcheur qui est dans la tradition professionnelle, plus il s'oriente sur les vents et les courants. En quelque sorte, le vent, ce sont les points cardinaux, les directions, mais inscrites sur le sol, inscrites dans l'atmosphère de la Terre en réalité, puisque c'est de l'air qui souffle le vent. Et les directions inscrites dans les étoiles, la polaire pour le nord, l'ouest ou l'est pour le coucher ou le lever du soleil, ce sont des directions inscrites dans le ciel. Alors la tour des vents, observatoire et lieu d'où l'on observe aussi le vent, c'est une façon de raccorder les directions du ciel, observées avec les astres, et les directions du sol, de relier en quelque sorte ces deux repères géométriques l'un à l'autre.
1600 en Hollande, les enfants d'un lunetier s'amusent avec des petits verres et inventent la lunette pour voir loin. Galilée s'en sert et la braque sur le ciel. Pourquoi l'invention de la lunette arrive-t-elle si tard dans l'histoire de l'astronomie? Si vous pensez à une goutte de rosée déposée sur une feuille au matin, on sait bien que cette goutte donne de la feuille sur laquelle elle est déposée une image agrandie, elle fonctionne comme une loupe. De là à faire une perle de verre qui ait les mêmes propriétés, on peut penser que cette étape a été franchie, et d'ailleurs c'est plus ou moins attesté par des documents antérieurs à l'époque de Galilée. On dit même que des silex transparents trouvés en Mésopotamie et conservés, je crois, au British Museum, pourraient avoir joué la fonction de loupe dans une antiquité beaucoup plus reculée. Mais entre mimer en quelque sorte un objet naturel comme une goutte d'eau, dont on a constaté qu'il grossissait en faisant une loupe, et fabriquer un instrument d'optique comme l'est la lunette astronomique de Galilée, ou comme le sera le microscope, peu de temps après, il y a une démarche, il y a une étape à franchir. Et quelle est-elle, cette étape? Eh bien, je crois qu'il s'agit du passage du savoir empirique, de l'observation, ça marche, hein, la goutte d'eau, la perle de verre, font loupe, à la construction d'un objet qui a une fonction dont on comprend pourquoi ça marche. Parce que quand on comprend pourquoi ça marche, même avec un modèle très simple, l'optique géométrique à l'époque de Galilée était rudimentaire, mais la compréhension, même rudimentaire du pourquoi, permet à l'objet technique, à la loupe, au microscope, de faire un pas immense en avant. Et c'est peut-être là la réponse à la question que vous posez. Galilée publie son petit livre où il raconte ce qu'il a vu avec la lunette, et les lunettes s'arrachent à Paris, partout dans les grandes capitales de l'Europe. Jusqu'à un moment relativement récent, l'astronomie n'était pas une astronomie d'observation au sens que nous donnons à ce mot. Observer, pour nous, c'est mettre un œil derrière un outil ou un instrument qui améliore notre vue de l'objet. Or, rappelez-vous qu'à partir des Babyloniens, des Grecs, pour les Chinois encore, pour les Hindous toujours, l'astronomie consiste à regarder l'ombre par terre, l'ombre que fait le Soleil ou la Lune, la lumière en général, interceptée par l'axe d'un cadran solaire. Par conséquent, il y a astronomie sans œil ni regard. Et ce n'est pas l'invention de la lunette qui est importante dans cette affaire, c'est l'invention du schéma œil, instrument, objet. Et voilà la fondation de l'astronomie scientifique. Il y a beaucoup de textes grecs où la question se pose de savoir d'où vient la lumière, et souvent la lumière vient de l'œil et ne vient pas d'une source de lumière ou de l'objet éclairé qu'on peut voir. Vous voyez que toutes ces questions sont assez complexes, et souvent je me pose la question inverse de la vôtre. Vous dites pourquoi si tard, mais on pourrait aussi bien se dire pourquoi si tôt.
Galilée, c'est un grand moment de l'astronomie. C'est le grand tournant entre avant l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et les temps modernes. Et ce tournant, il est marqué par le fait que Galilée, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, observe le ciel, les astres, Jupiter, le Soleil, avec un œil agrandi. Au lieu d'être limité, comme tous l'ont été jusqu'à lui, par les quelques dizaines de millimètres carrés de la pupille de l'œil, auquel chacun est limité, Galilée soudain se dote d'un œil qui collecte 100 fois plus de lumière, des centaines de fois plus de lumière, parce que il trouve le moyen, à l'aide de la lunette astronomique, de rassembler toute la lumière collectée par l'objectif de la lumière, ce mot objectif si lié à observatoire, de rassembler toute cette lumière et de la faire pénétrer dans son œil. Il a ainsi acquis, brusquement, la capacité de voir des objets astronomiques avec un œil agrandi. Alors, du même coup, le ciel n'est plus constitué de petits points lumineux, puisqu'on y voit beaucoup mieux. Eh bien, ce n'est pas d'abord la capacité de distinguer des détails très fins, ce qu'aujourd'hui nous appelons la résolution, qui va faire la force des premières observations de Galilée. Ça va venir très vite. Mais les premières observations, c'est par exemple la découverte des satellites de Jupiter, qui sont des objets si peu lumineux que les voir à l'œil nu est pratiquement impossible. Et le gain de luminosité obtenu par la lunette, par cette grande surface collectrice, en quelque sorte un filet à papillon qui collecte des photons de lumière, des grains de lumière, de manière plus efficace, eh bien, c'est d'abord ça que Galilée met en application. Galilée, qu'a-t-il observé? Molte cose fondamentali. Per esempio, puntando il telescopio sopra la Luna, si accorse, diciamo, che la Luna aveva delle montagne, delle valli, delle regioni, diciamo, che potevano essere assimilate a dei mari, anche se sappiamo che sono dei deserti. Scoprì in sostanza che la Luna era un mondo come il nostro. Poi Giove, vide che intorno a Giove c'erano 4 satelliti, le lune medicee, che lui dedicò alla famiglia dei Medici, ed è proprio dal moto di queste lune intorno al corpo centrale Giove che lui ebbe in un certo senso la conferma della teoria copernicana, per cui i corpi piccoli ruotano intorno ai corpi grandi, e come le lune di Giove girano intorno a Giove, così i pianeti girano intorno al Sole. Poi la Via Lattea. Per noi la Via Lattea non è altro che una striscia in cielo, un po' come quando guardiamo un bosco da lontano, vediamo una striscia verde, ma non distinguiamo i singoli alberi. Galileo con il telescopio vide che c'erano tante stelle, così vicine fra loro che davano l'impressione di una striscia biancastra, ma erano tante stelle. Le stelle non erano solo quelle visibili ad occhio nudo, ma ce n'erano tante di più. Scoprì poi che Venere aveva delle fasi. E arrivò anche a capire che Saturno aveva delle deformazioni, quelle che noi sappiamo oggi essere gli anelli. Delle volte uno si chiede, guardando con telescopi analoghi,
Sono dei telescopi piccolissimi che anche un bambino può costruire nella sua scuola elementare. Come abbia fatto a scoprire tutte queste cose? Io non l'ho capito, però è un fatto è che lui l'ha scoperta. Pourquoi Galilée n'utilise-t-il qu'un seul œil? Pourquoi pas deux? Pourquoi ce n'est pas une paire de jumelles pour voir mieux, avec plus de relief? Je retourne la question. Pourquoi avons-nous deux yeux? Probablement pour deux raisons différentes et de nature assez distincte. D'abord, probablement par redondance. L'œil est notre sens le plus précieux et si nous en avons deux, c'est parce que si l'un est fermé, il nous reste ce sens. Mais l'œil a une autre fonction, bien sûr, que vous évoquez, qui est de nous permettre de percevoir le relief par un mécanisme cérébral assez complexe et qui résulte de l'apprentissage. Il n'y a pas d'image en relief dans le fond de notre œil. Mais nous ne percevons avec deux yeux le relief que des objets proches. Un œil ou deux yeux sont tout à fait équivalents s'il s'agit de regarder un paysage à l'horizon. Nous n'en percevons pas mieux le relief. S'agissant donc des objets astronomiques qui sont très loin, disposer de deux lunettes de jumelles en quelque sorte, au lieu d'une seule, n'apporterait aucune perception supplémentaire du relief. Maintenant, on utilise bien des jumelles, me direz-vous. Alors pourquoi? Eh bien, à la fois par commodité, pour restituer la fonction des deux yeux ouverts, qui est notre position naturelle de regard, et puis aussi parce qu'en faisant ça, on collecte 2 fois plus de lumière, chaque œil fonctionne, et on est donc 2 fois plus sensible. Il regarde les étoiles, et il est dit aussi que Galilée regarde les mouches. Il les regarde de très près. Est-ce que c'est avec le même instrument qu'on regarde les étoiles et les choses petites? Les Hollandais étaient connus pour leur capacité de tailler les pierres, les diamants, donc de polir, et notamment de polir le verre, et donc de faire des lentilles. Et ces lentilles étaient appliquées, pouvaient être appliquées, à la fois à l'observation d'objets très petits, et ça nous conduira à la découverte du microscope, et aussi au fait d'observer des objets très loin, car que fait une lunette astronomique? Elle, par son diamètre, le diamètre de son objectif, elle collecte plus de lumière émise par un objet très loin. Et elle forme de cet objet une image que l'oculaire de la lunette examine. L'oculaire, c'est simplement une loupe. La lunette de Galilée combine donc un objectif, un œil agrandi, et un oculaire qui est une loupe. Le problème du microscope est tout à fait différent. L'objet est tout près. On peut l'éclairer, donc on a de la lumière, mais par contre, il faut essentiellement fabriquer une loupe très puissante. Et le microscope, c'est en quelque sorte une loupe à 2 étages. C'est une loupe suivie d'une autre loupe. Son messager astral, il ne l'écrit pas en latin comme les autres savants. Ce n'est pas ça son grand mérite. C'est son grand mérite, enfin c'est un de ses grands mérites. Il a le mérite de l'habileté expérimentale, de la force du raisonnement abstrait, et le mérite aussi non seulement il a le savoir-faire, mais il a le faire savoir.
C'est-à-dire, il sait très bien mettre en scène ses idées et les enjeux de ses intérêts. Mais il est vrai, en effet, que pour la vulgarisation ou la popularisation ou la divulgation de sa pensée, il écrit en langue vernaculaire, c'est-à-dire en italien, chose qu'avant lui avait fait Luther au moment de la Réforme, qui parle allemand, ou après lui Descartes, qui écrit pour la première fois en langue française, la philosophie et la physique. Et il est vrai qu'avant eux, avant ces trois-là, la langue canonique de la religion et de la science est le latin, qui est la langue universelle de l'Europe, qui est celle du Moyen-Âge et celle de la chrétienté. Et à partir du XVIIe, de la Renaissance et du XVIIe, les langues vernaculaires arrivent. Et Galilée a le mérite pour l'italien, mais il n'est pas le seul, puisque dans les autres pays d'Europe, le même événement a lieu. C'est aussi un clin d'œil pour se chercher des alliés. Il se fait contre l'institution qui va le condamner un peu plus tard, des alliés dans le bon peuple de Florence, tout heureux de savoir ce qui se passe dans le ciel. Donc il utilise aussi cette soif de connaître les phénomènes du ciel qui est présente en chacun d'entre nous et dans les Florentins du début du XVIIe comme dans l'homme d'aujourd'hui, pour à la fois être le savant moderne heureux de faire connaître ce qu'il découvre et aussi se faire des alliés. La casa di Galileo è una bella villa del 1200 che la figlia di Galileo trovò in affitto per il padre. La figlia di Galileo era una suora in un convento, anche questo appunto qui vicino, e all'epoca in cui Galileo subiva l'Inquisizione, era continuamente sotto processo, doveva fare il commuter fra Roma e Firenze, gli fu trovata questa casa, dove poi, una volta terminato il processo, lui si trovò in relativo isolamento. Galileo era già praticamente cieco. L'importanza delle sue scoperte, il fatto che per la prima volta, in fondo, con i suoi strumenti, aveva fatto vedere che non c'era solo la Terra, ma che la Luna era un altro mondo, con le montagne, con le valli, che Giove aveva dei satelliti. Ci aveva fatto capire, per così dire, che la Terra non è sola, e non dal punto di vista delle convinzioni filosofiche, come Giordano Bruno, ma dal punto di vista dell'osservazione, o in fisica della sperimentazione. Tutto questo qui io penso che Galileo lo volesse trasmettere nella lingua che la gente più facilmente capiva, in italiano, e questo qui probabilmente è un fatto altrettanto importante quanto le scoperte medesime. Comunque Galileo in questa casa passò gli 11 anni finali della sua vita, ci è morto, e questo qui, diciamo, oggi è un monumento nazionale, diciamo, ed è un monumento a una delle più grandi vicende ben note, diciamo, no, nella storia della scienza, il conflitto fra il potere precostituito, le convinzioni a priori e invece l'affermazione di delle verità che la scienza man mano scopre e vuol far progredire. Galilée fut un grand astronome, un point de rupture entre l'Antiquité et le monde moderne, mais il fut aussi, peut-être tout autant et peut-être plus encore, un grand physicien. Sur un autre versant, il est le père de la mécanique moderne. Et le genre de questions auxquelles Galilée a tenté de répondre, c'est par exemple celle-là. Sur la lagune de Venise, dans un petit bateau dont la cabine a tous les rideaux tirés, un passager se croit immobile alors que le bateau est en mouvement. Comment est-ce possible? Quelle est cette propriété du mouvement qui fait que l'on peut bouger? Le bateau bouge par rapport à la rive et pourtant avoir la sensation d'être immobile. Galilée s'interroge là-dessus. Et les fondements de la mécanique que Galilée va poser,
ils seront fort précieux à l'astronomie quand, un peu plus tard, Newton va utiliser cette mécanique, ainsi que les observations de Kepler, pour énoncer ces lois de la gravitation universelle. Peu après Galilée, les jésuites quittent Venise et s'en vont en Chine. Que vont-ils faire en Chine? Mais ils vont y vivre la plus extraordinaire aventure de toute l'histoire de l'humanité, vraiment. Il va se passer en Chine, entre les années 1640 et 1770, un siècle et demi à peu près, un des tout grands problèmes de l'histoire de la culture et des sciences. Il faut que je vous le raconte presque année par année. En 1601, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle, bien après que François Xavier se soit arrêté aux portes de la Chine, le père Rixi, jésuite italien, organise la mission à Pékin. Et là, il y a les derniers empereurs de la dynastie Ming. Et à partir de 1644, la dynastie Mandchoue s'installe. Et elle va connaître deux grands empereurs, Sung Chi, je m'excuse de la prononciation, et celui qui va lui succéder en 1664-68, ça va être Kang He, qu'on appelle le Louis XIV chinois. Parce que là, il va régner à peu près autant que Louis XIV. Et arrive donc en Chine un parti de jésuites européens, certains allemands comme Adam Schall, certains belges comme le père Verbiest, et certains français. Il y a 6 ou 7 français qui s'appellent Lecomte, Bouvet, enfin des noms qui devraient être vraiment très célèbres. Et ils vont vivre là, je le répète, une extraordinaire aventure. Laquelle? Ils partent et ils sont tous savants. Ils sont mathématiciens et ils sont astronomes. Et en pénétrant dans le territoire chinois, ils commencent à avoir contact non seulement avec la population, mais avec les notables, et ils finissent à Pékin, à la cour de l'empereur. Et là, il se passe la rencontre, l'intersection à la fois de l'espace et du temps. C'est-à-dire que la science européenne va rencontrer la science chinoise, et que d'autre part, la science chinoise est tributaire de la plus vieille histoire de l'Asie. C'est-à-dire que le calendrier chinois est tenu par des mathématiciens musulmans qui eux-mêmes ont continué dans le Moyen-Orient la plus ancienne tradition babylonienne. Donc on a là une sorte d'échangeur entre la science chinoise, la science musulmane, la science babylonienne des anciens et la science moderne. Tout d'un coup, enfin, comme si la rencontre historique se passait là, à Pékin. Les jésuites demandent à l'empereur d'arbitrer 2 concours. Et en 1645, le 1er septembre, Adam Schall, le jésuite allemand dont je vous parlais, fait un pari et il dit
nous allons prévoir la date et l'heure précise d'une éclipse. Il s'agissait de l'éclipse du 1er septembre. Et là, on fait le pari et le jésuite annonce qu'il y aura une éclipse le 1er septembre à telle heure. Elle commencera à telle heure, elle se terminera à telle autre heure. Et il met au défi le mathématicien musulman qui est le mathématicien officiel de la cour de la prédire. Et voilà que le résultat est triomphal pour les jésuites et que le mathématicien classique se trompe énormément, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À ce moment-là, l'empereur est converti au moins à la science, et il fait réformer le calendrier chinois. C'est-à-dire, à partir de 1645, le calendrier chinois est jésuite. C'est-à-dire que le calendrier officiel de la Chine passe de l'ère sino-islamo-babylonienne, si vous voulez, pour remonter le cours, à l'histoire moderne, et c'est les jésuites qui la font. Et quelque temps plus tard, lorsque le deuxième empereur monte sur le trône, en 1664, le père Verbiest, le Belge dont je vous parlais, fait une seconde expérience et il fait le pari. On plante un cadran solaire, l'axe d'un cadran solaire, et il dit entre le 25 décembre, le jour de Noël, et le 29 décembre de cette année-là, je vais vous dire à quel point l'ombre arrivera heure par heure. N'est-ce pas? Et les astronomes chinois échouent dans cette affaire, et devant le tribunal, car là aussi il y a eu un tribunal de constitué, n'est-ce pas, sous la présidence de l'empereur, la science moderne, la science occidentale, la science chrétienne, diraient les jésuites, triomphe. À partir du moment où les Chinois sont conquis, et je dis bien le mot conquis, c'est-à-dire non pas conquis par des armées, ou conquis par l'économie, ou conquis par l'argent, mais conquis simplement par un résultat scientifique, ce qui est quand même la première fois et peut-être la dernière de l'humanité, ils décident en bloc, sous la direction de l'empereur, de laisser la religion ancestrale pour regagner le christianisme. Et là commence une lutte qui va durer quasi un siècle entre les jésuites, la compagnie comme telle, et le Vatican, c'est-à-dire le pape, et où vont se mêler tous les philosophes importants de l'Europe. Et la querelle s'appelait la querelle des rites, c'est-à-dire que les Chinois veulent bien se convertir au christianisme, puisqu'il est porteur de la science, à la condition qu'on conserve une certaine partie du rite des ancêtres. Les jésuites acceptent, demandent au pape d'accepter, et le pape résiste, jusqu'au moment où il refusera, jusqu'au moment où il condamnera à la fois la décision des rites en question et la compagnie de Jésus elle-même. Pourquoi le pape refuse? On présentait au pape une sorte de requête de mélange. Et c'est pour conserver l'intégrité de la doctrine et des rites chrétiens que la papauté a fini par refuser. En fait aussi pour des raisons politiques, parce que les jésuites quand même avaient une puissance dont la papauté prenait quelque ombrage à l'époque. Mais, pour tout dire, à supposer que la papauté eût accepté un tel pacte, réellement la face du monde en eût été changée. Savoir que dès les années 1644-1660, il y aurait eu une Eurasie non seulement convertie à la religion chrétienne ou évangélisée comme l'avaient souhaité ces aventuriers extraordinaires qui étaient les jésuites, mais aussi convertie à la science moderne. Vous voyez donc là, en un siècle, on a une histoire tout à fait prodigieuse qui mêle la science, la religion, la culture, l'espace et le temps. C'est-à-dire la première grande histoire planétaire de l'humanité.
Ce sont aussi les jésuites qui ont construit l'observatoire de Pékin et ses instruments. 首先是传教士南怀仁在古观象台上做了6件仪器，这6件仪器呢以天球仪为主，再加上其他的一些东西，就是我们通常把它管它叫做清初6仪，就是清代初期做了6件东西。因为他们最起初的动机并不是想在中国传送天文学，而主要是呢想在这里头传教，有他的这个有一种类似有点投机的想法。这也是一个从那以后，西方天文学才在中国得到了推行，最后把中国古老的天文学传统纳入了世界共同发展的这么一条轨道。北京古观象台在目前来看呢，有这么几个特点是一般天文台所不具备的。它差不多观测了大约连续观测大约500年，这是目前还保持着世界纪录。另外呢，北京古观象台在明末，特别是清初以后，一直到鸦片战争前夕，前前后后有西方传教士，大约是相当于现在的西欧10个国家。Vous dites que l'Occident a donné à la Chine et la Chine à l'Occident. 其实呢，每个文化交往有一种很自然的趋势，就说当时谁处于实力比较强的地位，就好像水呢，往低处流一样，就是水由高处往低处流是一种必然的趋势。这时候主要是传教士来到了中国，传教士本来是想在中国传教。可是中国是一个有几千年文化的一个古国，想在中国传输一种另外的宗教，相当困难。Vous pourriez me dire l'origine et le sens du mot jésuite? The word Jesuit, yes. The word Jesuit came in the very early days of the founding of the Society of Jesus, when the companions of Ignatius, and Ignatius was the one who had brought together this group of men, when they finally determined that they would submit themselves to the Pope and ask that he would approve them as a religious order, immediately after electing Ignatius as general, first general, the idea came up, what shall we call ourselves? And Ignatius absolutely refused that they should in any way associate that group with his name. And so they thought among themselves and said, we have determined that we're here together to serve only Jesus, and him we'll call ourselves companions of Jesus. So that's what they did. They selected that, and that, of course, in various languages, Compañía de Jesús in Spanish, Compañía de Jesús in Italian. It became Society of Jesus in English. And then in the time it was shortened, a short and brief name was given to them as Jesuits. But that came much later. The word Jesuits came much later. Jesuiti in Italian. Those words came later. They came at a time when it took on also a sort of a connotation, a meaning. In fact, you'll still find it in the dictionary, of people who are cunning and sort of sly and clever at getting their own way and this type of thing. That may have been at least one time merited in history, but it does have that connotation even in the English dictionary now. So that's the origins of the word Jesuit. Les jésuites ont porté leur savoir astronomique aux 4 coins du monde. Ils y ont construit des observatoires. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Oh, I think you're referring to the fact, indeed, in those first centuries of the work of the Society, many great institutions grew up. Observatories, for instance, what we've been talking about, observatories in China, India, and all the countries where they went, other scientific institutes. And today we have very little of that. In fact, we are, of astronomers, I think, there's certainly no more than 10 Jesuit astronomers in the whole world. Le père Verbiest. Le père Trigot. Adam Schall. Le père Spira. Matteo Ricci.
Pendant que les jésuites sont en Chine, à l'Observatoire de Paris, un astronome danois, Olaus Rømer, découvre et mesure la vitesse de la lumière. Comment fait-il? Eh bien, il faut la mesurer sur des distances très grandes. Nous savons bien que quand nous tentons de déterminer l'écart de temps entre l'éclair et le tonnerre, la mesure n'a de sens, n'est faisable que si le tonnerre est assez loin. Il faut quelques fractions de seconde. Donc Rømer va prendre un objet vraiment très loin. Idéalement, il aurait aimé disposer d'un phare à éclat. Imaginons que se trouve quelque part dans le ciel un objet qui émette comme un phare de marine des éclats de lumière réguliers. Et imaginons que l'observateur qui regarde ce phare se rapproche tantôt du phare et quelques mois plus tard s'en éloigne. Et que ce chemin qu'il fait, tantôt vers le phare, tantôt en s'éloignant, soit une grande distance. Eh bien, que se passera-t-il? Quand il se rapproche du phare, le temps mis à la lumière pour lui parvenir et séparant deux éclats sera progressivement plus petit. Et au contraire, quand il s'éloigne du phare, ce temps sera progressivement plus grand. Et bien entendu, si l'observateur connaît la distance qui le sépare du phare et le chemin qu'il parcourt, entre le point le plus éloigné et le point le plus proche, il pourra calculer la vitesse de la lumière en mesurant les variations de période des éclats du phare. Eh bien, c'est ce que fait Rømer. Comme phare, il prend l'éclipse des satellites de Jupiter qui tournent de façon très régulière autour de la planète et passent toutes les quelques heures derrière la planète. Il a donc un phénomène régulier, une espèce d'horloge de lumière. Et pour lui donner le mouvement d'approche et de recul du phare, eh bien, il utilise simplement le mouvement de la Terre sur son orbite, qui tantôt amène la Terre plus près de Jupiter et tantôt l'en éloigne. Et muni de ces deux outils, eh bien, il détermine avec une précision tout à fait remarquable pour l'époque la vitesse de la lumière. À partir du moment où il connaît la vitesse de la lumière, il en déduit que regarder le ciel, regarder les étoiles, c'est regarder dans le passé, puisqu'il faut un certain temps à la lumière pour nous parvenir. Rømer ne fait pas explicitement cette déduction-là, mais néanmoins, elle est contenue dans sa découverte. À partir du moment où l'on dit que la lumière met quelques heures pour venir de Jupiter, on dira très rapidement qu'elle met quelques minutes pour venir du Soleil, l'objet que l'on regarde est vu dans le passé. De même que lorsque je vous regarde, je vous vois tel que vous étiez il y a quelques milliardièmes de seconde. La découverte de la vitesse de la lumière finie et sa mesure va écrire la première page de ce que sera désormais l'astronomie et l'astrophysique, c'est-à-dire la lumière nous apporte un ensemble de messages sur le reste de l'univers. C'est la lumière qui nous permet de connaître l'univers. Et ce va être désormais la fonction des observatoires et des instruments qu'ils contiennent que de décoder l'information que contient la lumière. Il y a donc là l'acte fondateur de l'observatoire moderne.